et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de 2 enfants, l'un allaité 1 année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parent ou soignant, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez 1 minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Je vous parle cette semaine d'un sujet qui explique nombre de remarques dans les démarrages d'allaitement. Du style, il ne peut pas attraper ton sein, il est trop plat, mes mamelons ne sortent pas et ça m'a empêché d'allaiter. Avec des seins comme ça va être compliqué, madame. Comme d'habitude, ici, on est là pour débusquer les idées reçues et se demander si c'est vraiment un problème. Et si oui, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour allaiter si c'est notre souhait. Pour en parler, j'ai demandé à Carole Hervé, consultante en lactation IBCLC, de répondre à mes questions et de nous livrer son expérience. C'est donc parti pour parler forme de mamelon, plat, pas plat, ombiliqué ou non et comment les faire ressortir. Est-ce que ça peut mettre à mal mon allaitement ? Bref, toutes les questions qu'on se pose sur la forme adéquate ou non de nos seins pour allaiter et surtout ce qu'on doit savoir pour ne pas se faire fragiliser par des remarques et conseils pas toujours sollicités. Je précise que la consultante en lactation n'a pas reçu de rémunération par l'éventuel sponsor de cet épisode. Je laisse Carole vous expliquer et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Carole, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci beaucoup de me recevoir. Avec grand plaisir, c'est toi qui me reçois en plus. Je suis venue dans ton joli cabinet. Mon petit cocon où j'adore recevoir mes mamans. Carole, aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un premier sujet qui est mes mamelons ne sont pas adaptés pour allaiter, j'ai les mamelons trop plats, je n'ai pas de tétons, donc mon bébé, j'ai pas pu l'allaiter. C'est quand même des grandes phrases qui ressortent des mamans, même qui viennent pour un 2e allaitement. Mon premier, j'ai pas pu l'allaiter parce que mon mamelon, il était... Enfin, en gros, c'est toujours de la faute du sein des mères. Ça peut être... On cherche souvent des boucs émissaires, tu sais. Voilà. Parfois, tu as des bébés qui ne s'accrochent pas au sein, alors que les mamelons sont parfaitement conventionnels, si je peux chercher un mot pour les catégoriser. Le bébé, il ne cherche pas à téter un mamelon. Le mamelon, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. En fait, il prend une bouchée de sein. Et tu vois, si tu prends un bébé dans tes bras, si par exemple tu as le poignet nu, il est capable de te faire un suçon sur le poignet. Alors on voit à quel point le bébé a une force de succion assez épatante. D'ailleurs, ça nous étonne lorsqu'on leur donne le petit doigt à téter. Ils sont capables d'aspirer très très fort. Et donc pour peu qu'on positionne convenablement le bébé au sein, probablement en faisant une espèce de sandwich parfois, avec notre main, on va former un petit peu le sein pour l'avancer dans la bouche du bébé. Et bien même si le mamelon n'est pas particulièrement saillant, le bébé peut très très bien s'accrocher sans de grosses difficultés. Vraiment. Tout à fait, quand on voit qu'ils viennent nous choper la joue ou tout ce qui leur passe. Le nez, c'est le mignon. nez, le nez est plus saillant. Il est un peu plus saillant, tu as raison, mais en effet, la joue, enfin je te dis, ils peuvent nous faire un suçon, c'est assez étonnant. J'ai beaucoup de papas comme ça qui portent leur bébé contre leur torse parce que, allez, après un bain, ils ont envie de faire un petit moment de peau à peau, ils trouvent ça très confortable, et puis quelques minutes plus tard, ils se disent mince, mais il y a un suçon. Ouais, voilà. C'est tout à fait Ils se sont fait téter. Voilà, exactement. Ouais. Donc du coup, voilà, je voulais revenir là-dessus, que ce soit pour les mamans comme pour les professionnels qui nous écoutent, qui sont pas forcément consultantes en lactation et qui n'ont pas ces notions-là. Je trouve que c'est important de revenir dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un mamelon qui est classique ? Qu'est-ce que c'est qu'un mamelon qui
qui est plat et qu'est-ce que c'est qu'un mamelon qui est ombiliqué, pardon. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'abus de langage à ce sujet-là. Mais oui, disons que le mamelon, c'est une protubérance qui est censée s'ériger. Tu vois, le mamelon, il a une forme au repos et lorsque le bébé tète, il va l'étirer à 200% de sa taille initiale. 200%. C'est assez impressionnant, hein. C'est vraiment impressionnant. Le bébé prend une bouchée de sein et le mamelon s'étire pour arriver à la jonction entre le palais dur et le voile palatin. Et puis, tu as des mamans qui ont un mamelon peu saillant. Peu saillant, ça veut dire qu'ils ressortent à peine. Et chez d'autres mamans, le mamelon est carrément ombiliqué. Alors, ombiliqué, tu vois, ombilique, c'est une corrélation avec le nombril, l'ombilique. Oui. Et donc, le mamelon, il est rentré. Alors, il se trouve qu'il y a des mamelons qui sont rentrés avec des adhérences tissulaires. Donc, vraiment, on a l'impression qu'ils sont pas rétractiles. Et puis, il y en a d'autres qui sont facilement saillants pour peu qu'on les manipule un petit peu. Alors, il fut un temps où on parlait de certains exercices pour essayer de les faire ressortir. On disait aux mamans, pendant la grossesse, d'essayer de les stimuler d'une certaine manière et de faire des exercices qu'on appelle les exercices de Hoffman. On s'est rendu compte que finalement, ça n'avait pas vraiment d'incidence sur l'efficacité de l'allaitement derrière ou la prise de sein du bébé. Donc, si toutefois les mamans ont envie, il existe des petits objets, ça ressemble à une espèce de petite poire pour aspirer quelque chose, ça s'appelle une niplette. Alors, je ne sais pas si c'est un nom commercial, mais en l'occurrence, c'est une petite poire qui est censée faire ressortir le mamelon. Mais elles peuvent tout aussi bien utiliser un tire-lait. Et je me souviens de plusieurs familles. C'était assez mignon. On sentait que c'était un travail d'équipe. Donc, tu as le papa qui est là avec le tire-lait, soit un tire-lait manuel, soit un tire-lait électrique, qui fait saillir le mamelon. Et au moment où le mamelon ressort, parce que ce mamelon-là est vraiment ombiliqué au départ, hop, ça y est, la maman a ce petit geste assez rapide et efficace. Elle met son bébé au sein et ça y est, ça fonctionne. Donc, ça peut être ce genre de petites pratiques. Ou alors, je pense à beaucoup de mamans qui se sont même pas posé la question, tu vois. J'ai en mémoire une même journée où 2 mamans avaient une poitrine plutôt opulente et toutes les 2 avaient un mamelon qui était très très peu saillant. Si tu les regardais de profil, tu voyais que le mamelon ressortait quasiment pas. L'une d'entre elles, on lui a dit dès l'accouchement, oh là là madame, mais avec des mamelons pareils, votre bébé ne s'accrochera pas. Donc tu vois, c'est terrible dans un moment où la maman est censée être pleine d'ocytocine, elle accueille son bébé, c'est ce moment d'excitation et oui, elle est évidemment intimidée par ce petit bébé qui vient de naître et on lui dit tout de suite on vient la casser, ah non, vous n'y arriverez pas avec des mamelons pareils. Donc cette maman-là, tiens donc, elle n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas tant que ça et on lui avait donné un accessoire qui est un bout de sein, on en reparlera si tu veux. Et puis la maman suivante, exactement la même morphologie, c'était frappant, j'avais très envie de les reprendre toutes les 2, de les mettre côte à côte, exactement la même morphologie. Donc des seins plutôt opulents, un mamelon qui ne ressort pas, on lui avait rien dit. Eh bien, figure-toi que elle se débrouillait très très bien avec exactement la même configuration. Quelle conclusion on peut tirer d'une histoire comme ça? Bon, d'abord, qu'on n'est pas là pour venir dire d'entrée de jeu, oh là là, avec des mamelons pareils, vous n'y arriverez pas parce qu'on n'en sait rien. Oui, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. C'est exactement, c'est complètement décourageant. Et puis, dans un même contexte, tu as des bébés qui s'accrochent parfaitement bien, d'autres qui ne s'accrochent pas. Ouais. Et on va pas. Et puis, c'est pas parce qu'ils ne s'accrochent pas au début qu'ils vont pas avec un petit peu d'entraînement réussir à s'accrocher par la suite. Donc, on n'est pas là pour tout de suite dire oh là, tu vas te planter et ça va pas fonctionner. On n'en sait rien du tout. Et même quand je vois des mamans en prénatal qui ont des mamelons, qui ont peut-être pas une forme conventionnelle ou celle qu'on rêve d'avoir, eh bien, elles peuvent très très bien s'en sortir, même sans mon aide par la suite. Donc, je n'ai rien à dire. Et puis, on ne sait pas ce que ça va donner. Et être là et essayer peut-être d'améliorer la position, puisque ce que l'on veut dans une tétée, c'est que le bébé prenne une bouchée de sein et le mamelon le plus profondément en bouche. Et parfois, il suffit juste d'être un petit peu habile, d'essayer de manipuler un peu le sein de la dame, faire en sorte que le sein soit pas hyper tendu, qu'il n'y ait pas d'engorgement, parce que plus on a un tissu mammaire souple et plus c'est manipulable, modulable, et plus on peut l'avancer dans la bouche du bébé. Évidemment qu'on va travailler un peu sur des positions, peut-être des positions un petit peu plus techniques que simplement... Alors, on reviendra après sur ce qu'on va pouvoir faire. Ouais. Mais juste pour qu'on soit sûr de la façon dont les mamans peuvent se positionner par rapport à ça, quand est-ce que je peux dire que du coup mon mamelon est ombiliqué? Moi, ce que j'avais entendu aussi, et peut-être que c'est à nouveau une idée reçue, mais c'est que le mamelon ombiliqué, il y a cette adhérence en arrière. Pas que, il peut être ombiliqué et en fait, il peut très bien ressortir. Donc dans ombiliqué, on entend simplement le fait qu'au repos, il semble rentrer comme un nombril. Absolument, il est rentré et avec un petit peu de manipulation, il peut ressortir et il y en a d'autres qui vont en effet rester très rentrés. Donc j'entends que pour tous ceux
qui vont pouvoir sortir. Finalement, avec des petites astuces que tu nous donneras après, on va pouvoir améliorer les choses. Pour ceux qui ont vraiment une adhérence en arrière et qui ne peuvent pas ressortir, est-ce qu'il y en a pour lesquels ce sera une impossibilité pour allaiter? Impossibilité pour allaiter, non. En revanche, à ce moment-là, ça requiert peut-être un accessoire. Et l'accessoire, c'est l'écran en silicone. Ce qu'on appelle communément le bout de sein. Exactement. D'accord. Donc, voilà. Finissons avec cette catégorie-là. Donc, si le mamelon ne ressort pas du tout, du coup, le bébé va avoir du mal à faire ventouse, à amener le mamelon en fond de bouche, etc. Et c'est là que pourrait être utile un bout de sein, et puis sur du long terme, en fait, parce que c'est pas quelque chose sur lequel on peut intervenir, un mamelon avec une adhérence. Alors, il y a des chirurgies, mais en règle générale, la chirurgie, on ne l'envisage pas au moment de l'arrivée du bébé. C'est quelque chose qui a été fait en amont. D'ailleurs, les chirurgies peuvent soit aider, soit altérer la capacité à allaiter. Parce que finalement, lorsque exactement. Alors, enlever des adhérences, ça c'est OK, mais il peut y avoir, dans les petites sections qui ont été réalisées, il peut y avoir finalement on peut avoir coupé une communication neurologique. C'est-à-dire que lorsque le bébé tète, il doit envoyer un message au cerveau qui comprend que le bébé est là, localement, au niveau du sein, et il faut larguer de l'ocytocine, de la prolactine. D'accord. Et si le cerveau n'entend pas ce message, si en fait on a brisé, on a interrompu la communication parce que les voies nerveuses ont été coupées, eh bien, il peut arriver que le cerveau ne reçoive pas le message. Ah oui, ce qui est un peu dommage. Ouais. Oui, ça peut être le cas dans certaines chirurgies. Et ça arrive que des mamans, en prévention pour leur allaitement, sachant qu'elles ont des mamelons ombiliqués avec une adhérence, aient fait cette opération Oui, c'est des choses qui arrivent. Après, ça nécessite évidemment un dialogue nourri avec un professionnel compétent qui sait aussi de quoi il parle en matière d'allaitement. Tu vois, cet après-midi, j'ai vu en consultation une maman qui a une chirurgie de réduction mammaire. Le médecin lui a affirmé qu'elle pourrait allaiter à 100%. Et malheureusement, en fait, il a taillé un peu dans le vif et il a coupé pas mal de canaux au passage. Et nous sommes à 3 semaines d'allaitement. Et la malheureuse, elle tire 20 millilitres de lait en tout sur 24 heures, tu vois. Ce qui est évidemment pas suffisant. Et il lui avait dit que c'était un non-événement. En fait, ça ne l'est pas. Oui, on sait que les réductions mammaires sont quand même un des facteurs de manque de lait récurrent. Alors, c'est pas du 100%, ça dépend de tellement de paramètres. De la capacité de démarrage de la maman, de paramètres individuels. En taille, dans le sein, etc. Ok, donc du coup, il y en a qui auront pu faire une chirurgie avant. Donc, si jamais on a des mamelons, ça veut dire que pour une maman là, qui se renseigne sur tout ça et qui sait qu'elle a un mamelon qui est ombiliqué, elle peut venir consulter une consultante et se demander si c'est une vraie ombilication avec une adhérence ou quelque chose qui va pouvoir s'étirer. Est-ce qu'elle a une manœuvre qu'elle peut faire elle-même pour savoir? Pendant la grossesse, rien de particulier, a priori. A priori, éventuellement, tu sais, on est assez nombreuses à pas vraiment avoir touché nos seins. On se les est pas appropriés. Peut-être dans des jeux sexuels, ça d'accord, mais on n'a pas trop l'habitude de toucher nos seins, de les masser, de voir à quel point ils sont souples. Donc, selon le cas de figure, il peut arriver en effet que j'indique à une maman sous la douche, de masser un peu ses seins ou peut-être de prendre une huile. Ça peut être simplement une huile alimentaire ou de l'huile de coco, qui est une huile alimentaire pour masser les seins, pour essayer de les travailler d'une certaine manière, de voir un petit peu comment elle pourrait jouer et jouer dans le sens où c'est les manipuler pour les amener dans la bouche du bébé une fois qu'il sera là. D'accord. C'est des choses qui peuvent être faites. C'est quelque chose que tu conseilles finalement de travailler, entre guillemets, un petit peu les seins pendant la grossesse? De toute façon, je rêve que toutes les futures mamans aient accès à une consultation d'allaitement en prénatal, une préparation à l'allaitement complète qui leur permette de passer en revue quelques détails de physiologie, ça c'est le b.a.-ba, mais aussi les péripéties et se dire, ok, vis-à-vis de tel aléa qui pourrait se produire, quelle est la solution? Savoir quand est-ce qu'on doit consulter. Voilà, savoir quand consulter, mais aussi quelle est la solution, qu'est-ce qui est à portée de main, et puis si nécessaire, envisager une consultation spécialisée à l'arrivée du bébé, mais on a tellement de mamans qui vont vivre toute une succession de difficultés simplement parce qu'elles n'ont pas été préparées. Et puis, tu le sais comme moi, quand on vient d'accoucher, on est submergé d'excitation et d'une très belle émotion, et on est très sensible aux discours qu'on va entendre à droite et à gauche, et on va croiser un certain nombre de personnes, et malheureusement, ils n'ont pas de discours consensuel. On va entendre tout et son contraire au cours de la même journée, selon le professionnel qu'on croise. Ça, c'est extrêmement déstabilisant. Donc, avoir d'ores et déjà des bonnes infos, et justement, à l'arrivée du bébé, ne pas être trop sensible à ces discours de gens qui
sont apeurés finalement. C'est la peur qui crée un discours excessif et qui disent « Non mais avec des mamans pareilles, vous n'y arriverez pas. Tu te rends compte, tu viens d'accoucher, t'as pas eu de préparation, quelqu'un te dit vous n'y arriverez pas, c'est assez définitif. » c'est... Tu vois, ça démarre très mal. Bien pour les mamelons ombiliqués avec une adhérence, pour tous les autres, quelles solutions vont éventuellement exister si on entend ou on a l'impression que son mamelon est quand même assez plat et qu'il n'est pas facile à faire ressortir. Donc, travailler éventuellement dessus pendant la grossesse si on n'a pas encore accouché. Travailler sur le mamelon pendant la grossesse et puis, si besoin, éventuellement utiliser un écran en silicone. Alors, un écran en silicone, c'est donc cette petite, ce qu'on appelle un bout de sein. Des bouts de sein aujourd'hui. Et il existe plusieurs marques. Ce qu'on va essayer de privilégier, c'est ceux qui sont les plus proches de la morphologie du mamelon. Sachant qu'on ne choisit pas un bout de sein en fonction de la taille de la bouche du bébé, mais en fonction de la taille de nos propres mamelons. Et c'est pas évident, parce que parfois on va se retrouver avec un écran qui est trop fin, enfin pas trop fin, mais trop étroit, et un mamelon qui est complètement imbriqué là-dedans. Et s'il est imbriqué, il ne circule pas, le mamelon il doit s'étirer comme on le disait tout à l'heure. Et si il est complètement engoncé dans ça va frotter, le bout de sein, ça va frotter, ça va créer des douleurs et il n'y aura pas autant d'éjection de lait. Ensuite, lorsqu'on utilise un écran en silicone, c'est pour ça que j'utilise sciemment le terme d'écran qui est beaucoup plus adapté que bout de sein. Enfin, bout de sein, ça laisse entendre qu'on a besoin d'une prothèse. Et bien, quand on met un écran, eh bien, il y a beaucoup de bébés qui vont prélever moins de lait que s'ils étaient en direct. Et donc, par défaut... Moins bon drainage. Exactement. Et par défaut, tant qu'on n'est pas sûr, parce qu'on est vraiment dans une phase d'installation de la lactation, on parle d'une phase de calibrage. Si on ne sait pas où on va, ça vaut le coup quand même de doubler les tétés, en tout cas 3-4 dans la journée, par des tirages, peu importe la quantité de lait qu'on va récolter. Le but étant d'optimiser le drainage des seins, de s'éviter un engorgement, de favoriser une mise en route de la lactation la plus optimale possible. Et justement, une fois que le mamelon est exprimé dans l'écran en silicone, parfois c'est là aussi justement qu'il est plus érectile. Et il y a des mamans qui vont démarrer la tétée avec le bout de sein, qui vont en cours de route le retirer et puis repartir sur une tétée en direct. Ouais, et c'est d'ailleurs une bonne technique quand on souhaite arrêter ces écrans, comme tu dis, en silicone, c'est de démarrer la tétée avec, que le sein se soit bien allongé dedans et de retirer une fois que le bébé est un peu plus calme aussi, pas dans une faim intense et qu'il va pouvoir délicatement passer d'un outil à l'autre. Alors, tu as plusieurs stratégies complémentaires. La grande stratégie à respecter, mais c'est le cas de figure dans tous les allaitements, c'est d'avoir une lactation optimale. Et même dans ce cas de figure, il m'arrive d'essayer d'amener la maman à avoir une lactation encore plus élevée que celle qui répond aux besoins du bébé. Pourquoi ? Parce qu'on lui fait goûter à l'abondance. Et si le lait coule facilement, il a plus de chances de s'accrocher et d'être satisfait. Et j'ai pas envie que ce soit le bébé qui ait d'efforts à fournir. Une autre stratégie qui fonctionne bien, c'est que le nouveau-né a énormément appris à téter. Il sait faire depuis sa 12e semaine d'aménorrhée. Il sait téter et déglutir. Ça, c'est quelque chose qui est inné. Un bébé qui n'a pas... Alors souvent, on va entendre, tu sais, c'est un peu considéré comme une tare. Votre bébé a un fort réflexe de succion. À l'inverse, le bébé qui a pas un fort réflexe de succion, c'est pas génial. Il a même carrément un problème neurologique et il faut s'y intéresser le plus tôt possible. Donc le bébé sait téter et déglutir. Et il le fait très très bien dans un état de somnolence. Et ça semble assez improbable puisque nous, on ne mange pas en dormant. En réalité, lorsque on est confronté à une difficulté, le meilleur moment pour démarrer la tétée, c'est quand le bébé est en état de sommeil agité, donc en état de somnolence. Tu vois, c'est quand il y a de l'activité sous ses paupières fermées et on voit qu'il a ce petit mouvement de succion. Et bien là, on l'approche et c'est assez frappant parce qu'il peut se mettre à téter sans qu'on ait eu besoin de le réveiller, de le mobiliser et il est souvent là le plus efficace. Voilà. Ouais, tout à fait. Parce que calme. Exactement. Oui, on a trop l'impression qu'allaiter à la demande, c'est allaiter quand le bébé pleure. Alors qu'en fait, c'est déjà trop tard. Une fois qu'il pleure, en fait, on a déjà loupé les signes et on a même, et tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris auprès de Suzanne Colson qui parle de l'approche du biological nurturing. Donc, on l'a interrogée, Suzanne, dans un épisode. C'est vrai. Eh ben écoute, tu feras référence à cet épisode. Bravo pour ta mémoire. Dans sa recherche, Suzanne Colson nous a appris à démonter une idée reçue. Alors déjà, on partait du principe qu'on parle d'allaitement à la demande. Et donc, comme tu viens de le souligner, beaucoup de personnes s'attendent à ce que la demande, c'est quand le bébé râle, pleure, s'exprime à haute voix. Pour essayer de compenser cette notion qui est manifestement tardive, on a parlé d'allaitement au signe d'éveil. Or, dans l'esprit commun, signe d'éveil, ça veut toujours dire que le bébé est éveillé. Et donc, Suzanne Colson dit, non mais regardez-les réellement, approchez-les. Alors, ces termes, c'est mettez le bébé à la bonne adresse. Ça veut dire la joue contre l'airbag contre le sein. Ouais, c'est ça, donc, joue contre sein.
Le gras contre le gras, elle dit. Oui, c'est ça. Et donc, en plus, elle parle de la rondeur de la joue qui épouse la forme de la rondeur du sein. Et bien, à partir du moment où le bébé est à la bonne adresse, donc pas sur le ventre, sur le ventre de la maman, il est vraiment près du sein. Il commence à faire ses petites mimiques toutes mignonnes. Et bien, à ce moment-là, on va tout de suite l'approcher du sein sans attendre qu'il ouvre les yeux. Je l'ai encore vu cet après-midi. La maman était scotchée. Elle était toute mignonne parce que elle donne un sein à son bébé s'en détache. Je lui dis, allez, on tente le deuxième. Et puis, le bébé avait les yeux fermés. Elle dit, oh, on va pas y arriver. J'attends. Il s'est passé 30 secondes. Et puis, le bébé a commencé à faire ce petit réflexe, ce petit geste de réflexe de pivert où le bébé tape doucement avec sa tête sur le sein, ce qui permet naturellement au mamelon de s'ériger. Puisque le croisement de regard qui est permis par l'approche de Suzanne Colson du Biological Nurturing, une installation confortable qui permet à la maman de voir son bébé sans faire d'effort, ça favorise la sécrétion d'ocytocine. Qu'est-ce que fait l'ocytocine? Elle permet l'érection du mamelon et l'éjection d'un petit peu de lait. Pour peu que le bébé soit à côté du mamelon et que par réflexe, il se mette à faire le pivert, à tapoter doucement contre le sein, le mamelon sort encore plus. Génial, génial. Et si, avec notre main, on fait une espèce de sandwich, on amène plus le sein en bouche, et puis le tour est joué. Alors oui, ça peut prendre 1 minute, 1 minute 30. On n'est pas obligé de se connecter tout de suite. Oui, mais sauf que s'il n'est pas en train de pleurer, la minute 30, elle se passe dans des conditions qui sont tout à fait correctes. Exactement. Ouais, je vous invite à écouter l'épisode avec Suzanne Colson qui était... je trouve que sur les démarrages d'allaitement, il est essentiel à entendre. Suzanne, elle explique que le biological nurturing, c'est plus qu'une position, c'est un environnement. D'ailleurs, elle milite pour dire que c'est pas une position, c'est faire monter le taux d'ocytocine, c'est montrer la continuité en fait entre la continuité et puis aussi la relation. C'est ce qui nous intéresse, tu vois. Moi, je suis beaucoup sensible aux photos qui montrent l'allaitement et très souvent, on voit le bébé qui tète et on voit pas la maman qui interagit avec son bébé. Or, la maman, c'est un acteur primordial parce que c'est elle qui guide. Et on a tendance très très souvent à croire que le bébé est super compétent et il y va tout seul et il gère. Eh bien, typiquement, pour revenir à notre sujet des mamelons avec des variations anatomiques, eh bien, dans ces cas de figure, c'est peut-être la maman qui mène la danse. C'est la maman qui va essayer de guider le sein dans la bouche de son bébé. C'est super intéressant. Qui dit mamelon ombiliqué, de toute façon, dit démarrage d'allaitement et qu'est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien au mieux. Voilà. Ne pas se laisser impressionner par un bébé qui ne s'accroche pas d'entrée de jeu. Ta profession, en plus d'être podcasteuse, c'est également ostéopathe et tu sais très bien que parfois, tu vas avoir des tensions crânio-cervicales qui empêchent le bébé d'ouvrir suffisamment grand la bouche pour réussir à avancer sa langue comme il le faut. On parle beaucoup, on en discutait ensemble tout à l'heure, on parle beaucoup de l'ankyloglossie. Alors l'ankyloglossie, c'est le frein de langue trop serré. Oui, ça peut arriver. T'imagines, la maman a un mamelon qui est plat ou ombiliqué et en face, le bébé a une ankyloglossie, à savoir un frein qui est vraiment collé à l'apex de sa langue. De toute évidence, on va essayer d'aller traiter le frein, donc le couper avec un professionnel compétent. Et puis, il est probable qu'il y ait un meilleur accordage de l'un et de l'autre. Parce que là, c'est vrai que, comme je dis toujours, on a le droit de cumuler les problèmes. Ça arrive. Ça arrive. Et là, on diminue ses chances, en effet, que le bébé arrive à s'accrocher, même avec le guide maman, etc. Donc, bon, c'est évidemment des situations dans lesquelles il faut consulter. Mais comme tu dis, on ne se laisse pas impressionner au premier abord si on a un mamelon qui n'est pas saillant, qui n'a pas cette forme de tétine là, qu'on imagine, et un bébé qui s'accroche pas tout de suite, ça va peut-être très bien se faire dans les jours qui suivent. En effet, tu parlais des tensions basse du crâne, etc. Toutes les tensions faciales et de bébés qui se sont un petit peu tendues, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, peuvent expliquer à elles seules aussi un bébé qui a du mal à bien ouvrir la bouche, à bien tracter sa langue vers l'avant et donc à bien prendre le sein. Donc voilà, il y a plein de choses à regarder avant, en tout cas avant de dire que le mamelon est un problème en lui-même. Voilà. Et de tirer une conclusion définitive, le mamelon est un problème, ça ne marchera pas, parce que c'est justement comme ça qu'on a démarré. Venir dire à une maman, vous n'y arriverez pas, c'est quand même dommage. Pourquoi est-ce qu'en Scandinavie, on a des taux d'allaitement, d'initiation d'allaitement qui avoisinent les 98-99%? Peut-être qu'on n'est pas assez blonde en France, mais en l'occurrence, j'en sais rien. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Mais peut-être qu'on n'a pas le teint assez clair pour avoir un mamelon saillant. Finalement, ça n'a rien à voir, tu vois. En France, ils sont capables de dire vous avez la peau claire, alors vous aurez des crevasses. Ça va faire mal, c'est ça. Mais c'est idiot. Tu vois, c'est mignon parce que tu parles de la France, mais l'une de mes collègues travaille aux Antilles et on dit souvent aux Antilles que c'est les métis qui ont des mamelons la peau plus fragile. On a formé en Guadeloupe l'année dernière et pareil, on a eu ce sujet-là. On nous a dit que j'étais là, de toute façon, peu importe l'endroit où on est, finalement, c'est toujours de la faute de la couleur de peau, de la forme du mamelon. On cherche un bouc émissaire.
bouc émissaire, mais tu sais, parfois, et c'est ce que nous apprend beaucoup l'allaitement, ça nous apprend l'humilité. Parfois, on ne sait pas. Et parfois, c'est la persévérance. Tiens, imagine, j'aime bien souvent faire des comparaisons, mais prends une instite en CP qui reçoit plusieurs élèves. Donc, t'en as qui arrivent en CP qui savent déjà lire et écrire. T'en as qui vont avoir plus de stylos sur les mains que sur la feuille. Et puis, t'en as qui comprennent pas trop à quoi ressemblent ces lettres et qui savent pas ni les dessiner, ni les lire. Eh bien, on va trouver des solutions adaptées à chacun de ces enfants et à force de persévérance, de répétition. Et parfois, on va voir quelqu'un de plus spécialisé, orthophoniste ou autre, je sais pas, psychomotricien, pour ces enfants-là qui ont besoin d'un regard spécifique. Eh bien, il suffit quelques séances toutes simples de quelqu'un qui a la bonne méthode, et puis on y arrive. Donc, en tout cas, on fait du cas par cas. Mais oui, et je ne peux pas me résoudre à renoncer à l'allaitement si ça se passe pas exactement comme dans le cadre idéal, comme dans le cadre attendu. Je pense réellement qu'il y a des solutions. J'aime beaucoup citer, tu vois, un vieux dessin animé, mais je sais pas si tu le connais, ça s'appelle les Shadocks. Les Shadocks, c'est des petits personnages qui pompaient. Ils ont beaucoup de chouettes expressions, et l'une d'entre elles, c'est s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme solution quand on a un mamelon, voilà, plutôt plat, voire ombiliqué? Bon, déjà l'environnement, ce bébé est plutôt, ne pas attendre qu'il pleure, le prendre au bon moment, donc au signe d'éveil, mais pas au... En fait, proximité plus. Voilà. Comme dit Suzanne Colson, il va pas rester dans sa boîte en plastique, donc on va le garder beaucoup dans sa niche écologique, à savoir la joue contre le sein, pour pouvoir dégainer le sein à la moindre petit frémissement. Le bébé soulève à peine ses paupières et hop, on démarre. Et donc on peut, nous aussi, avec notre main, modeler le sein pour l'amener dans sa bouche. On essaye plusieurs fois. Parfois, donc, il faudra... on prend entre pouce et les autres doigts. On ouvre la main, on fait un C, mais on va essayer de rapprocher notre C dans la glande pour avancer un petit peu. Le sein, c'est souple pour l'avancer dans la bouche du bébé. Donc ça, c'est une première chose. On peut s'aider d'un tire-lait ou d'une petite nipplette pour essayer de faire saillir le mamelon. Si ça ne fonctionne pas, on peut utiliser un écran en silicone. On va essayer idéalement de l'utiliser de manière temporaire, mais j'ai beaucoup d'allaitements qui ont été super heureux grâce à cela, donc on ne le néglige pas. Si on les utilise, on compense la faible stimulation par une surstimulation avec un tire-lait. Et puis, dans chaque situation est à prendre de manière individuelle, donc ça vaut le coup aussi de solliciter le regard d'un spécialiste pour essayer de voir s'il n'y a pas de tension crânienne, s'il n'y a pas un accordage de position à réviser, s'il n'y a pas besoin d'aller voir un professionnel comme un stomatologue, un dentiste, un ORL qui viendrait intervenir sur le frein parce qu'il le jugerait pertinent sur la base d'un diagnostic précis. Ok, donc finalement, à quel moment ou à quel timing, si je suis maman, que j'ai un mamelon qui est plat, donc je peux laisser le temps à mon bébé de s'accorder ensemble, à partir de quel moment tu dirais que là, il faut consulter ? J'ai pas de degré spécifique parce que ça va dépendre aussi du niveau d'anxiété de la maman, de son expérience. Peut-être que c'est son 2e, 3e bébé, elle s'est dit « Oh, j'ai eu des difficultés pour les premiers, donc j'aimerais consulter tout de suite. » Peut-être à partir du moment où le monde médical éventuellement s'inquiète un peu, qu'en termes de prise de poids, c'est pas suffisant. Oh, ça peut être dès la sortie de la maternité pour certaines ou dans les quelques semaines. De toute façon, il s'alerte assez vite sur les prises de poids. Oui, sur les prises de poids, bien sûr, mais tu sais, ça n'impactera pas que la prise de poids. Quand le mamelon a pas une forme conventionnelle, ça peut aussi créer des douleurs. Oui, et les douleurs, Voilà, donc dans la majorité des cas de figure, à partir du moment où on revisite la position, et c'est une revue littérature Cochrane, alors ça c'est des gros mots, c'est pour les professionnels de santé qui nous écoutent, vous voyez que c'est ça, on prend plusieurs études, on va chercher les meilleures études pour aller en sortir les conclusions qu'on peut rendre universelles. Eh bien, il y a une revue Cochrane qui a montré que l'on intervienne ou que l'on n'intervienne pas, en 10 jours, les douleurs ont quasiment disparu. Donc si vous êtes dans cette phase-là, cette phase très sensible où on a envie de baisser les bras à tout bout de champ parce que c'est compréhensible, eh bien ça vaut le coup tout de suite de solliciter quelqu'un. Et étonnamment, tu vois, des personnes comme moi arrivons à accompagner des mères même à distance, même sans être à côté, à mettre nos mains sur les mamans. Ça demande de l'expérience, bien sûr, un regard clinique précis, mais je t'assure qu'en visio, je peux très bien dire à une maman, là, vous avez pas mal et là, vous avez mal. Ok, très bien. Est-ce qu'on s'est tout dit sur les mamelons plats et ombiliqués ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions que tu vois ? Et alors, ce bout de sein, l'idée, c'est quand même
à terme de pouvoir l'enlever? Oui et non. Tu vois, dans certains cas de figure, l'écran en silicone est un atout, indispensable et je pense à des femmes qui ont subi des violences sexuelles et donc le toucher du Ouais, bébé c'est sur le compliqué. sein, ça peut réveiller, vraiment une douleur, une mémoire traumatique qui est vraiment, très Qui est difficile à intégré vivre dans le corps, et ouais. donc dans certains cas de figure, l'usage du bout de sein est fondamental et je suis vraiment ravie qu'il existe. Ou pour certaines mères, elles vont utiliser un outil intermédiaire qui est le tire-lait. Ouais. Donc, en fait, tu vois, tu n'as pas une réponse absolue. Tu peux pas dire il faut obligatoirement des bouts de sein ou il n'en faut pas du tout. On doit obligatoirement s'en passer. J'aime pas trop les discours définitifs. On va s'adapter à chaque personne, à son histoire, à ce qu'elle souhaite faire. Typiquement, aujourd'hui, une maman me dit lors d'une consultation, ça fait 8 mois que j'allaite avec des bouts de sein parce que j'avais les mamelons plats, j'avais envie de m'en passer. En réalité, au quotidien, c'est pratique pour elle. Ça a permis à son bébé d'accepter très très facilement l'objet biberon, ce qui n'est pas le cas chez tous les tout petits. En revanche, la nuit, ça l'exaspère puisqu'elle, à 3 heures du matin, ça se perd. Et donc, on a réfléchi à de l'ergonomie et elle s'est dit, mais de toute façon, en journée, j'en ai toujours 2-3 paires à droite, à gauche, où que j'aille. Et donc, elle va essayer, puisque ça lui convient. Elle a trouvé un équilibre avec leur usage aujourd'hui. Eh bien, elle va essayer d'en avoir 2-3 paires à disposition pour que ce soit plus facile. Ouais. Et donc, tu vois, dans ce cas de figure, alors là, on n'était même pas au départ, on a un mamelon un peu plat, mais on s'est rendu compte qu'il y avait encore autre chose, à savoir un réflexe nauséeux très, très rémanent chez son bébé, qui est aidé par l'usage du bout de sein, puisque ça fait une forte pression sur le palais du bébé, lequel t'aide beaucoup mieux quand il y a le bout de sein. Eh bien, écoute, ne nous en passons pas à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Et donc la maman, en pesant le pour et le contre, et d'elle-même d'ailleurs, elle a dit finalement, ça me contrarie un petit peu, j'avais envie d'avoir un allaitement, elle a prononcé le mot naturel. Elle avait l'impression que cet objet en silicone l'a privée du contact, et finalement, ça a quand même beaucoup d'avantages. Et donc d'elle-même, elle s'est dit, c'est quand même une réussite que d'avoir poursuivi 8 mois. Complètement. Voilà, avec Bien un sûr. bébé qui a une courbe de poids absolument sublime. Eh bien, elle, en pesant le pour et le contre, elle est fière d'elle et c'est ce qui me plaît. Oui, c'est une des clés d'ailleurs quand on utilise les bouts de sang, c'est d'en avoir partout. Hein. Oui. Faut en avoir Oui, bien partout sûr. pour Bien sûr. le balancer d'un côté. Il est sale, on s'en occupera demain matin. Voilà. On prend l'autre pour la tétée d'après. Et ne pas oublier de le laver accessoirement, parce que ça peut être aussi un nid à microbes et c'est pas toujours super. Ouais. Alors, petite astuce, hein, comme c'est du silicone, tu vois, nous on est à Paris, on a une eau très calcaire, donc ils blanchissent. On met un petit peu de vinaigre blanc dedans, si on n'a pas envie qu'ils soient tout blancs. Puis après, s'ils sont blancs, c'est pas grave. Non. D'accord, c'est pas problématique. Non, du tout. Ok, super. Je pense qu'on s'est tout dit sur les. Je pense qu'on a bien fait le tour. Merci pour tes questions qui sont très. On sent que tu connais le sujet et je commence à. Évidemment, mais c'est agréable après d'avoir quelqu'un. 10 épisodes, bien tout ça commence à rentrer. En tout cas, c'est très agréable de répondre à tes questions, Charlotte. Merci beaucoup. Parfait. On continue après avec un autre épisode. Merci, Carole. Je t'en prie. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milcheckerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milchecker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milcheckez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
free fall, and I promise we'll be fine. I got you, I need you. Just trust me when I say I love you back. Spending the last week struggling from my first fight. Broken dreams weigh me down, pull me out. I've been waiting for you to bring me back. Well, turns out both of us really needed that. Yeah, we crossed paths on the wrong way. Crossed legs from the dinner table.